Bonjour, je suis Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Bienvenue dans le Buka, café littéraire pour la promotion et la valorisation des savoirs endogènes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui nous vient de la Guinée-Conakry, pays au cœur de l'actualité. Mais rassurez-vous, nous ne parlerons pas de politique, mais d'entrepreneuriat. Bonjour, Monsieur Jean Diallo, bienvenue dans le Buka. Bonjour Lasconi et bonjour à tous vos auditeurs et membres de ce groupe très dynamique. Merci de m'avoir invité à ce café littéraire et merci pour l'initiative de mettre en valeur les entrepreneurs africains et des diasporas en Europe et de par le monde. Et félicitations pour l'initiative, Lasconi. Merci. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Diallo Mamadou Dian, le fondateur de la marque de champagne Dian Diallo, une marque de champagne que j'ai lancée il y a un peu plus de 4 ans. Et en amont, j'ai travaillé pour de très grandes maisons de champagne. Disons 10 ans avant de lancer ma marque, déjà, j'étais dans cette dynamique de création. Et vu que j'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine du champagne, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années, je me suis dit pourquoi pas travailler dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui à l'époque en tant que salarié. Et vu que le champagne était le domaine que je maîtrisais le plus, ayant travaillé pendant plus de 14 ans pour des marques de champagne, je me suis dit que c'est opportun aussi de lancer une marque de champagne qui porte un nom africain, mais pas que, et en proposant aussi un produit différent, en tout cas d'avoir au moins une de gamme qui se positionne aussi sur le consommateur africain et entier. Le champagne est un domaine très réservé. Comment Oui, êtes-vous parvenu à pénétrer ce marché? Alors, effectivement, c'est de par mon expérience professionnelle. J'ai commencé à travailler pour le champagne en 2006 après mes études de management et gestion des entreprises à l'université de Lille 1. Et j'étais démarché par une grande société de communication à Paris qui promeut tout ce qui est épicerie fine ici dans les aéroports de Paris. Et j'ai commencé à travailler pour Laurent Perrier et pour des grandes marques de chocolat également. Et pour finir, en tant que brand ambassadeur de Moët Hennessy, qui comprend Moët Chandon, Veplico et Ruina. Je me chargeais de la promotion commerciale, l'action, tout ce qui est activation marketing, les dynamiques de merchandising, référencement de nouveaux produits, lancement de nouveaux produits, tout ça, du groupe LVMH dans les aéroports de Paris. Et c'est après une étude de marché que j'ai compris que les Africains ont une manière différente de consommer le champagne. Pourquoi? Je m'explique. Les Africains consomment beaucoup de champagne demi-sec, qui sont des champagnes très, très sucrés. Et étant donné que les champagnes demi-secs sont très mauvais pour la santé, ça cause beaucoup de diabète, j'ai compris qu'il fallait agir aussi sur l'une des gammes de champagne. Au lieu de proposer du champagne demi-sec, de proposer un produit intermédiaire entre le brut et le demi-sec. Parce que pourquoi ils consomment des champagnes sucrés? Parce que notre palais, on est habitué à manger des épices et en consommant du champagne brut, on arrive ça accentue l'acidité qu'il y a dans le brut, donc ça devient un petit peu amer et désagréable en bouche. C'est pourquoi naturellement les Africains consomment du champagne demi-sec. Et donc pour casser cela, c'est-à-dire que j'ai proposé à mon vigneron d'utiliser du sucre de canne pour non seulement avoir un champagne facile à boire, mais aussi avoir quelque chose d'original et fruité à la fois sans que ce soit trop acide en bouche. Voilà. Donc l'idée m'est venue comme ça de lancer à la fois un champagne qui porte un nom africain, du coup qui porte mon nom, Dian Diallo, voilà, mais aussi de proposer une gamme qui correspond à nos comportements, à nos habitudes de consommation. Voilà d'où est partie l'idée de lancer ma propre marque de champagne. Il y a eu quelques tentatives d'entrepreneurs africains qui se sont essayés dans le champagne, mais ces expériences n'ont pas fait long feu. Ouais. Comment votre produit ou vos produits ont été accueillis par les distributeurs? Oui, parce que comme je vous dis tantôt, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivé dans le champagne par hasard.
C'est de par mon métier déjà, j'ai été formé en Champagne voilà, pendant plus de 14 ans. Tous les 6 mois, j'ai des formations avec différents maîtres de cave. Donc, je participe à l'assemblage du champagne en amont, c'est-à-dire je ne viens pas que dans le process final de la chaîne de valeur. Je participe de A à Z à la chaîne de valeur de l'élaboration du champagne et donc l'accueil dans certains pays ont été mitigés au départ parce que comme vous savez, comme moi, en Afrique, les gens aiment consommer aussi des produits de renommée internationale, c'est-à-dire valoriser souvent les produits des autres, les produits des Occidentaux, il faut le dire. Et donc, pour nous, Africains, évidemment, c'est très difficile de se faire de la place parce que dans nos mentalités, on est déjà formaté que tout ce qui vient des autres sont de meilleure qualité. Donc, tout simplement, comment j'ai réussi à pénétrer le marché, c'est de par mon expérience déjà, je fais des ateliers de formation dans la plupart des pays où nous sommes distribués. Je fais des cours gratuitement dans ces pays-là, dans les grands hôtels, dans les grands restaurants qui référencent nos produits. Je les forme comment est fait le champagne, comment on élabore le champagne de la vigne à la bouteille. Et donc, c'est de cette expérience, justement, ils se disent, voilà, quelqu'un qui ne vient pas seulement nous vendre un nom, une étiquette ou une bouteille lambda, mais c'est quelqu'un aussi qui vient avec un savoir-faire. Dans ce domaine-là, il sait de quoi il parle. Donc, c'est la légitimité, disons, de mes connaissances, de mes compétences qui font que le champagne est bien accueilli et que aussi le goût du champagne que je propose aussi leur correspond. Parce que le nom, évidemment, au départ, il y a certains qui peuvent être réticents, mais au goût, quand les gens ils dégustent le champagne, ils se rendent compte que c'est vraiment, il ne suffit pas d'avoir un nom du champagne qui s'appelle Moët Chandon pour être bon. C'est-à-dire, on peut avoir un autre nom parce que de toute façon, le process de l'élaboration du champagne est le même. Ce qui va faire la différence au niveau de l'assemblage des cépages. Les cépages sont les qualités de raisin qu'on utilise pour arriver au goût final dans la bouteille. Et donc, moi, j'utilise des cépages pour le champagne Giangialo, des cépages majoritairement qui ont un goût fruité. Ce goût fruité qui correspond un petit peu aux habitudes de consommation des Africains. Donc, une fois qu'ils ont dégusté la première bouteille, généralement, ils sont demandeurs. Donc, c'est ce qui a fait notre réputation sur le pays dans lequel nous sommes présents. Compte tenu du pouvoir d'achat de la plupart des Africains, ouais. Les Africains n'ont pas pour habitude de consommer des boissons de luxe. Ils consomment généralement de la bière ou des sodas. Alors, quelle est la clientèle que vous avez justement ciblée pour pouvoir exporter vos produits? Ceci est valable dans certains pays et dans d'autres beaucoup moins. Et vous allez être surpris des quantités énormes qui sont bues en Afrique, notamment dans certains pays comme l'Afrique du Sud, qui est le premier consommateur de champagne en Afrique, mais aussi le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui occupe la 3e place, achètent plus de 300 000 bouteilles par an, et même beaucoup au-delà. Et donc, aujourd'hui, il y a une dynamique aujourd'hui de nouveaux cadres africains qui émergent, qui fait croître aussi les produits de luxe, notamment le champagne, lors de réceptions dans les familles, lors des mariages, lors des anniversaires. Mais c'est devenu aussi, pratiquement dans certaines familles, un produit de consommation courant. C'est-à-dire, toutes les semaines, il y a des familles ou des jeunes cadres africains qui sont au champagne, c'est-à-dire tous les week-ends. Et j'ai fait l'expérience en Côte d'Ivoire, mais pas que. Dans chaque capitale africaine, il y a des consommateurs de niche qui se font plaisir après le travail acharné en semaine, qui se permettent d'aller dans certaines boîtes de nuit ou restaurants, voir des lounges, des bars où il y a du champagne, qui consomment du champagne. C'est-à-dire le champagne, c'est un produit de plaisir avant tout.
Donc, le but, ce n'est pas d'être sous, de boire le champagne pour s'enivrer. Le champagne, c'est un produit qui s'accompagne lorsqu'on fait des réceptions et lorsqu'on fait des cérémonies lambda ou bien quand on accueille des amis, tout simplement, on a envie de leur faire plaisir avec une bouteille de champagne. Donc, ça commence à rentrer dans les mœurs et c'est d'ailleurs depuis un certain temps, hein, et notamment le Cameroun aussi, c'est le Gabon, tout ça, ce sont des grands pays de consommation de champagne. Malgré que le pouvoir d'achat est faible de manière générale en Afrique, mais il y a quand même une classe moyenne qui commence à émerger dans plusieurs pays africains où les gens sont demandeurs de produits de luxe, de gamme comme le champagne. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour ces clientèles-là qui sont adeptes déjà de produits de luxe, de champagne, pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable en consommant un produit qui est promu par un Africain et qui va permettre aussi à créer une dynamique entrepreneuriale pour encourager d'autres jeunes derrière, pas forcément à se lancer dans le champagne, mais à oser entreprendre dans différents domaines qu'ils considéraient peut-être avant comme étant réservés à une certaine population. Et cette dynamique que je suis, en tout cas, c'est lutter contre l'afro-pessimisme. Je m'explique. C'est-à-dire que depuis que j'ai lancé ma marque de champagne, je reçois beaucoup de jeunes dans mon lounge ici à Paris qui me disent, voilà, Monsieur Diallo, vous êtes un modèle pour nous. À travers votre expertise et votre expérience de votre champagne, ça nous a permis aussi d'avoir une référence pour se dire que nous aussi, on est capable de se lancer dans des domaines autrefois réservés à une certaine population, notamment occidentale, de se dire que voilà, nous aussi, on peut oser aller dans des domaines où on ne nous attend pas forcément. Donc, c'est l'une des seules choses dont je suis fier. Voilà. En dehors des hôtels, des bars, restaurants, Oui. où est-ce qu'on peut trouver vos produits en Afrique? Alors, en Afrique, on a commencé, si vous voulez, en Afrique de l'Ouest, de manière générale, surtout en Côte d'Ivoire, où on était très présent avec les boutiques diplomatiques des deux plateaux à Abidjan qui nous ont fait confiance. Mais aussi, on travaille aussi, on avait notre propre circuit de distribution à Abidjan. Et donc là, en ce moment, on est en train de tout restructurer pour toucher et cibler les cavistes de manière à ce que le produit soit disponible dans plusieurs lieux. Et on travaille avec certains centres commerciaux aussi, notamment au Sénégal avec Auchan, avec les boutiques Auchan, aux Almadies et à Sacré-Cœur. Voilà. On travaille avec Citidia en Guinée. Et là, aujourd'hui, on est en train de restructurer parce que le Covid est passé par là. Il y a plusieurs circuits de distribution qui ont été affaiblis. Et là, on est en train de restructurer vraiment le canal de distribution pour pouvoir toucher le plus de pays possible. Et là, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer un appel à des distributeurs potentiels ou à des investisseurs qui sont intéressés pour lancer la marque de champagne Jean Diallo dans les différents pays. Donc, nous cherchons activement, en tout cas, soit des distributeurs localement ou bien des investisseurs qui ont envie d'essayer dans leur pays d'origine, par exemple, d'avoir une cave ou bien juste stocker une certaine quantité de champagne et nous dirigeons nos clients chez eux. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes dans différents pays et notamment en Afrique centrale et que nous sommes en train de développer également. Pour l'instant, en Afrique centrale, on n'a pas de point de vente, mais on a beaucoup de contacts pour lancer déjà la distribution en Afrique centrale également, comme en Afrique de l'Ouest. Très bien. Alors, quelle est la procédure pour lancer une commande auprès de vous? Si les gens sont intéressés pour se procurer, pour commander les bouteilles, comment faire? Alors, ils peuvent m'écrire par email sur d.diallo, D-I-A-2-L-O, contact et dian, D-I-A-N, -du 6, diallo.com. Je répète,
Diallo, D-I-A-2-L-O, arrobase, Dian, D-I-A-N, du 6, Diallo, D-I-A-2-L-O.com. Comme ça, je les expliquais en fonction de leur commande. Je le ferai un pro forma par rapport aux quantités commandées et les prix sont dégressifs également. Donc, avec toute la procédure pour faire des commandes, pour aussi leur donner des formations, les former, parce que c'est là la plus-value aussi que moi j'apporte à mes distributeurs. C'est-à-dire, je les forme aussi de manière à ce qu'ils soient un vrai ambassadeur de la marque. Donc, c'est-à-dire pour qu'ils soient à l'aise dans le produit, il faut qu'ils soient bien formés. Comment est fait le champagne et en particulier le champagne Diallo. Cela va lui permettre aussi de former d'autres jeunes localement pour qu'ils puissent parler le mieux possible du champagne et pouvoir vraiment pénétrer tous les marchés locaux. Voilà. Donc, ils peuvent m'appeler aussi sur le 0033 7 69 10 71 51. Comme ça, je les expliquerai toute la procédure pour lancer les commandes. Les établissements avec lesquels vous travaillez en Afrique, notamment les hôtels, les restaurants, les bars, Ouais. disposent-ils des sommeliers pour faire la dégustation? Comment? Je n'ai pas entendu des sommeliers, je n'ai pas entendu Est-ce qu'il y a des sommeliers dans les établissements avec lesquels vous collaborez? Oui, En tout à Afrique en fait. particulier. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire en Afrique, de manière générale, si c'est dans les hôtels, par exemple, je travaille avec directement leurs responsables. Ce n'est pas forcément des sommeliers, mais ce sont ceux qui sont, en tout cas, responsables de leur cave, ceux qui commandent le champagne et ceux qui font le relais, en tout cas, entre les distributeurs et, et les bars des différentes chaînes d'hôtels sur place. Donc, moi, je m'occupe en amont comme ils n'ont pas de formation pour la plupart du temps. Parmi eux, ils n'ont pas vraiment une formation dans le vin et le champagne. Moi, je les forme déjà à l'initiation du champagne, comment est fait le champagne, comment il est élaboré, comment il doit être conservé aussi, parce que c'est important. Pour avoir un champagne de qualité, il faut qu'il soit conservé dans la bonne température. Et donc, du coup, moi, je les informe, je les forme aussi à toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que pour que le client final ait une bouteille de qualité sur la table, il faut que tout le process soit respecté. De l'élaboration du champagne à la distribution, mais aussi, surtout, l'étape la plus importante, c'est la conservation du champagne pour que la bouteille arrive avec la bonne température et respecte vraiment la chaîne de froid. Sinon, vous arrivez à un champagne qui est bouchonné et qui n'est pas très agréable à boire. Donc, nous intervenons vraiment pour sensibiliser tous nos partenaires sur les différentes étapes de la chaîne de valeur de distribution. Nous savons que Champagne est une marque déposée, qu'il est donc impossible de le produire ailleurs. C'est ça. Envisagez-vous de produire un produit similaire sur le continent afin de donner du travail aux Africains? Tout à fait. J'ai pour ambition justement de faire un partenariat avec des vignerons locaux, en Afrique notamment, pour effectivement pouvoir développer un produit à base de vin et de produits africains, tels que le petit cola, le gingembre, le bissap, c'est-à-dire avoir un produit, en tout cas, qui soit composé d'une culture africaine et d'une culture occidentale, parce que le vin provient quand même d'une culture occidentale. Le but, c'est de marier un petit peu les saveurs africaines et le vin. Voilà, faire un mariage, faire une macération d'un produit africain qui est de renom, comme le bissap, ou ça peut être autre chose. Donc, je suis en train d'étudier cette possibilité et surtout, je cherche un investisseur qui croit au projet, qui va nous accompagner dans l'élaboration de cette gamme. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir notre capital pour pouvoir toucher plusieurs pays parce qu'aujourd'hui,
je me suis rendu compte que vraiment, il y a une très, très bonne dynamique de croissance pour le champagne d'Andialo en Afrique. Et tout seul, comme vous savez, tout seul, c'est très difficile d'aller plus loin, d'aller loin. Et donc, du coup, comme on dit, tout seul, on y va plus vite, mais ensemble, on y va plus loin. Donc, aujourd'hui, je cherche à aller plus loin avec d'autres investisseurs, avec des investisseurs africains ou autres. Hein. Voilà, tout est ouvert. Donc, pour pouvoir répondre à la demande, justement, de chacun de ces pays, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de pays qui demandent à être fournis en champagne d'Andialo. Et le but demain, c'est de fournir non seulement en champagne d'Andialo, mais aussi c'est de produire localement du champagne. Enfin, pas du champagne, parce que c'est une appellation d'origine protégée. Donc, un vin mousseux qui va avoir des vertus aussi, disons, avoir des produits composés aussi avec des produits africains. Voilà. Et pourquoi pas élaborer totalement en Afrique. C'est une possibilité. En dehors du raisin, est-il Ouais. possible de produire des boissons de luxe similaires au champagne avec nos fruits tropicaux? Tout à fait, tout à fait. On a un produit de grande référence qui n'est pas valorisé malheureusement, c'est le vin de palme. Le vin de palme est un produit naturel qui se fermente très très vite. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas ce savoir-faire pour conserver la constance de la fermentation, c'est-à-dire le vin de palme, au départ, quand il est directement cueilli, disons, il est un peu plus, il est très sucré. Et au fur du temps, il se fermente très très vite et il devient de plus en plus alcoolisé et le goût change. Donc l'idée aujourd'hui, ça pourrait être par exemple de valoriser le vin de palme en l'associant pourquoi pas à d'autres produits et garder aussi la constance de la fermentation. Et donc ça, c'est l'une des pistes que j'explore également. Mais comme je disais tantôt, tout cela pourrait être possible s'il y a des synergies avec plusieurs personnes pour développer cela. Donc, une fois que j'aurai les personnes idoines pour proposer ce genre de produit, je connais déjà des agronomes, des gens qui seront prêts à nous accompagner pour la mise en place de ce type de produit. Vous avez avancé un chiffre assez impressionnant, 300 000 bouteilles exportées rien qu'en Afrique du Sud. 300 000 Non, bouteilles qu'en Côte d'Ivoire. Rien qu'en Côte d'Ivoire. Exactement. Autant pour moi. 300 000 bouteilles de champagne exportées en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et quelle est la part de marché des Africains dans ce chiffre? La part de marché des Africains, qu'est-ce que Oui, vous des appelez? distributeurs africains, parce que je suppose que dans les Voilà. 300 000 bouteilles, 90%, 95% des Ouais. distributeurs doivent être des Occidentaux. En tout cas, il y a une absence des Africains dans le domaine des boissons de luxe. Qu'est-ce qui Évidemment. explique cette absence, justement? Alors, évidemment, c'est-à-dire que le gros problème chez nous en Afrique, de manière générale, c'est que on ne s'intéresse pas tant que ça aux produits de luxe. On considère que toujours que c'est aux Français ou aux Libanais de promouvoir tout ce qui est luxe chez nous, ce qui est faux. On est capable aussi de produire, de proposer des produits de qualité. Donc, du coup, nous manquons un petit peu de solidarité, malheureusement, nous, Africains, parce que pour pouvoir toucher, pour pouvoir agrandir ou bien être une référence dans un pays, il faut des financements. Et il faut travailler à plusieurs et il faut la confiance aussi de certaines personnalités pour accompagner une telle dynamique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Afrique, ce qui fait que malheureusement, c'est toujours aux autres de venir rafler la mise chez nous. Donc, pour cela, on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que c'est nous qui sommes les consommateurs finaux. Même chez nous, dans nos propres pays, ce sont les autres qui s'imposent. Malheureusement, c'est la triste réalité parce qu'on n'a pas une dynamique qui valorise
disons, nos propres savoirs et nos propres compétences. Et même le consommateur lui-même, déjà, quand il a deux entrepreneurs lambda, même de qualité supérieure, si l'Africain a plus de compétences, et les gens ils vont préférer toujours aller voir l'étranger parce qu'on a ce complexe-là, malheureusement, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, de se dire toujours que le meilleur vient d'ailleurs. Donc, on stigmatise même nos propres frères sur le continent. C'est le constat qui sort. Donc, ce n'est pas que dans le domaine du luxe, hein, c'est dans tous les domaines, de manière générale. Quand vous amenez un expert français ou vous amenez un expert des diasporas, même si ce diaspora a plus de compétences, les gens ont tendance à accorder plus de crédit à l'occidental. Malheureusement, on est très vite rattrapé sur le continent par notre passé. Mais aujourd'hui, il y a une certaine jeunesse, il y a une certaine dynamique qui commence à casser ces paradigmes-là en se disant que oui, effectivement, que quelqu'un, un noir qui est né ou bien qui a grandi en Europe, qui a étudié et fréquenté les mêmes écoles, les mêmes universités que les Occidentaux, sont aussi capables de fournir un travail similaire ou même mieux que ces Occidentaux. Donc, cette dynamique est en train de se mettre en place petit à petit, mais ça met du temps. Ça va venir, mais voilà, ça viendra quand même. Je pense qu'il faut encourager cette dynamique. Depuis un certain temps, nous assistons à l'émergence des vins du Nouveau Monde. Des pays comme le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud parviennent à s'imposer dans les supermarchés, notamment tout ce qui est rayon de vin. Et comment expliquez-vous qu'en dehors de l'Afrique du Sud, il n'y ait pas d'autres pays qui puissent participer justement à cette dynamique économique? Oui, après, encore une fois, c'est une question de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu, jusqu'à présent, il y a très, très peu de gens d'Africains qui sont intéressés déjà à ce segment de marché. Cela explique aussi l'absence des Africains dans ce domaine, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient propriétaire de vignes. Ça demande un certain savoir-faire, déjà, mais aussi de l'investissement surtout. Et ce qui est malheureux, c'est que la plupart des entrepreneurs africains n'ont pas accès au financement. Et même s'ils ont accès au financement, c'est pour la revente de produits finis, c'est-à-dire la distribution. C'est-à-dire c'est le commerce. En tout cas, les banques ne font pas assez confiance à ces entrepreneurs pour l'instant. Et ce qui fait que c'est très délicat de voir émerger, disons, des marques africaines. En Afrique du Sud, oui, ils sont en avance parce qu'ils ont une certaine culture quand même beaucoup plus avancée, une certaine culture occidentale plus avancée que le reste de l'Afrique. Mais à savoir aussi qu'en Afrique du Nord, il y a quand même un peu de production de vin, notamment la Tunisie. La Tunisie produit déjà du champagne et du vin, pardon, du vin rouge, du vin blanc, tout ça. Et je pense qu'il y a d'autres pays africains qui vont emboîter le pas. C'est juste une question de temps. Et voilà, à mon avis, à mon sens, il y a pas mal de produits qui vont commencer à émerger. Mais il faut d'abord une certaine maturité du marché et un accompagnement aussi dans la mise en place, disons, d'équipes fiables pour pouvoir gérer ce genre de projet. Il y a quelques années, à ma grande surprise, je suis tombé sur des rosés et du blanc produits dans la vallée du Rif en Éthiopie notamment. Et pourtant, l'Éthiopie n'est pas un pays qui a une longue tradition de vin. Oui. Comment expliquez-vous qu'un pays de la Corne de l'Afrique où la terre est assez aride parvienne à produire des vins de qualité avec une certaine renommée, alors qu'il y a des pays comme la Guinée, le vôtre ou le mien, le Congo, qui sont des pays assez humides où on ne parvient justement pas à produire ce vin? Oui, en fait, vous savez, les vins, la culture du vin de manière générale, que ce soit de partout dans le monde, a été promue par des religieux, par des moines. Et à ma connaissance, je pense que l'Éthiopie est un pays religieux
de référence, c'est-à-dire très ancienne. C'est-à-dire il y a eu de nombreux religieux, notamment des moines, qui se sont réunis en Éthiopie, si je ne me trompe pas. Vous qui êtes Absolument. historien. Comment? Absolument, tout à fait. Voilà. Donc, les moines, même en France, le champagne a été promu et découvert par des moines, hein. Donc, Pérignon, tout ça, ce sont des moines de référence qui ont permis en amont de découvrir déjà l'élaboration de plusieurs alcools, notamment les vins. C'est ce qui a permis, disons, à l'Occident de découvrir cette manière de fermenter le raisin pour arriver à de l'alcool. Donc, en Afrique également, l'Éthiopie est un pays de référence religieux très ancien, qui a permis justement d'arriver à la production d'alcool, et notamment de vin. Malgré que l'Afrique n'est pas culturellement très producteur de vin, mais d'un pays à l'autre, dans chaque pays africain, il y a quand même de l'alcool traditionnel qui sont produits ça et là, qui ne sont pas peut-être de référence parce que ça n'a jamais été valorisé. Mais nos ancêtres, depuis longtemps aussi, ont découvert des méthodes pour fermenter voilà, des produits pour devenir de l'alcool. Je pense au vin de palme, il y en a beaucoup d'autres, hein. Dans chaque pays, il y a une référence, il y a une culture de production d'alcool de différentes manières d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le vin n'est pas encore une référence parce que tout simplement, on n'avait pas pensé à produire des vignes chez nous en Afrique, alors que le climat peut être bien adaptable. Voilà. C'est-à-dire que le Chili dont vous parlez, même le vin californien, sont des très très bons vins. Et le vin est tout à fait possible de le produire dans plusieurs pays. Donc, les pays que vous citez comme la Guinée et le Congo sont des grands pays agricoles. Mais si ces entrepreneurs ne s'intéressent pas forcément à la promotion ou la valorisation ou à la production de vin, ben, évidemment, ça restera qu'un mythe. Nous sommes, à chaque fois qu'on parle justement des alcools produits en Afrique, ce sont Oui, toujours des alcools produits de façon artisanale. c'est Voilà ça. pourquoi on Oui, parle d'alcool traditionnel. oui. Comment passer justement de l'artisanat à l'industrie pour Oui, permettre justement à ceux qui les produisent de gagner un peu plus d'argent? oui. En fait, tout dépend aussi de la dynamique qui va accompagner, disons, ces entrepreneurs-là, les dynamiques des gouvernants déjà, mais aussi des banquiers qui accompagnent des projets des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est de faire confiance à ces entrepreneurs locaux. Et aussi, c'est surtout aussi la dynamique de ces entrepreneurs qui va permettre aussi de faire oser peut-être les États ou les financeurs, tout ça, à se lancer. C'est-à-dire qu'il y a tellement très peu de liquidités ou de financeurs de projets déjà dans différents domaines, c'est qu'on ne pense pas forcément que l'alcool est un segment de marché qui peut être vraiment un positionnement aussi pour un État. Par exemple, la France, quand on parle de la France, la culture française par excellence, c'est le vin. On ne peut pas parler de la culture française sans parler du vin. Et ne serait-ce que par le chiffre d'affaires que le vin apporte à la France, c'est des chiffres faramineux. Donc, évidemment, l'Afrique aussi doit se positionner parce que pour être compétitif au niveau mondial, il faut avoir une référence de certains produits, il faut avoir une valeur absolue dans la productivité d'un produit lambda. Donc, faut d'abord des synergies au niveau des États, pas pour encourager la consommation d'alcool, pour encadrer surtout, parce que chez nous, dans plusieurs pays d'Afrique, la production ou la consommation d'alcool est très, très mal vue, alors même que les gens, ils consomment énormément d'alcool chez nous. Donc, pourquoi pas
encadrer la consommation du champagne et de l'alcool, pardon, tout en produisant localement. Ça peut générer non seulement des emplois, mais aussi des impôts, du cash aussi à l'État. Donc, tous ces produits importés, s'ils sont produits, une bonne partie est produite localement, ça pourrait générer beaucoup de revenus pour l'État, mais aussi pour créer des emplois localement. Tout ça dépendra des dynamiques voulues par les États, d'une part, mais aussi par les entrepreneurs eux-mêmes, parce que c'est de ça il s'agit aussi. C'est cette créativité au niveau des entrepreneurs et ce courage-là de vouloir s'élancer dans le haut de gamme, parce que ça demande un certain savoir-faire dans la chaîne de valeur. Et pas uniquement la production, mais aussi c'est l'ouverture du marché. Comment est-ce que on peut distribuer une fois que le produit est disponible? Comment le faire parvenir aux consommateurs voilà, via les canaux de distribution. Donc, ça demande tout un process. Et voilà, donc, une fois que tous ces process-là sont réunis, en tout cas, les entrepreneurs qui ont ces connaissances réunies, je pense qu'il y a un très gros marché en Afrique à prendre. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de consommateurs nouveaux qui arrivent sur le marché. J'ai énormément apprécié le parallèle que vous avez fait entre la production d'alcool et les religieux. Oui. Et c'est notamment le cas des moines à Grenoble Oui. qui ont créé la chartreuse. C'est Une ça. boisson de luxe très prisée en Ça. Europe, notamment dans les hôtels de luxe. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique que chez nous, en Afrique en particulier, l'alcool, la production d'alcool, je ne parle pas forcément de consommation, mais de production, Oui. c'est pas toujours quelque chose de tabou dans nos sociétés. Oui, c'est tabou dans nos sociétés parce que toujours on pense que l'alcool, celui qui boit l'alcool, parce on a un esprit conservateur religieux très très fort parce que justement les gens ils pensent que quand on pense à l'alcool tout de suite on pense à l'ivresse, c'est-à-dire que forcément quand on boit l'alcool on doit être sourd derrière et tout ça c'est de l'éducation. Il faut que le consommateur d'abord soit éduqué, que le champagne ou le vin, de manière générale l'alcool, se boit pour le plaisir, pour partager un moment entre amis, pas forcément de boire jusqu'à l'ivresse. Et donc, l'idée déjà, c'est de déstigmatiser un petit peu les paradigmes selon lesquels la consommation d'alcool est forcément pour des gens, des soulards ou bien des gens qui sont d'une certaine, classe sociale. Parce qu'en Afrique, surtout dans les pays musulmans, toute personne qui boit de l'alcool est considérée comme étant un mécréant ou tout de suite est classifiée. C'est pourquoi les gens ont peur, disons, se cachent pour boire, par peur d'être qualifié ou d'être jugé comme quelqu'un de vraiment mauvais, alors que ce n'est pas forcément le cas. Quelqu'un peut très bien boire une petite bouteille d'alcool, en tout cas, tant que c'est dosé, tant que c'est pas avec excès, et je pense que c'est pas quelque chose de si mauvais que ça. Voilà, donc c'est juste une question de culture. On n'a pas ces habitudes culturelles, donc il faut éduquer les gens. Moi, par exemple, qui a fait le champagne Diallo, depuis plus de 15 ans, je suis dans l'alcool, mais c'est pas pour autant que une seule fois je me suis saoulé. Je déguste pour le plaisir, pour partager un moment agréable avec les amis, quand j'en ai envie, quand l'occasion se présente. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, j'ouvre une bouteille, je la bois pour s'enivrer. Non, c'est pas, c'est ça, c'est dans le comportement et c'est dans nos habitudes aussi d'éduquer les gens à vraiment consommer l'alcool avec modération, d'une part, et d'autre part aussi à déstigmatiser un petit peu
nos façons de penser et d'évoluer dans nos habitudes et de faire comprendre aussi aux gens que voilà, c'est pas nécessaire de boire en cachette, d'autant plus que quand on boit en cachette déjà, on s'enivre très vite. Après, ça se voit tout de suite quand on sort dehors parce que quand on dépasse la quantité que le corps peut absorber pour ne pas pour être raisonnable, en fait, tout de suite, ça se voit dans nos démarches. On va perdre l'équilibre très vite parce qu'on boit quelque chose pour, disons, se cacher et tout de suite, on va très, très vite aux excès. Parce qu'on se dit, si les autres me voient boire, c'est peut-être mauvais pour moi, pour ma réputation, alors qu'il suffit juste culturellement que chacun accepte que voilà, tout le monde ne soit pas pareil, sans juger forcément les autres, parce que c'est pas parce qu'on boit qu'on est plus mauvais que celui qui ne boit pas. Donc, tout est dans l'état d'esprit. Je pense qu'on n'a même pas à se justifier parce que C'est ça. dans une société libre, les gens ont le droit de faire ce qui est bon leur semble Ouais. pourvu qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge. C'est ça. D'ailleurs, dans la Exactement. plupart de nos sociétés, à chaque fois qu'il y a une cérémonie spirituelle, une dot, on procède toujours par la libation et la libation s'accompagne souvent par de l'alcool traditionnel. C'est C'est le ça. cas notamment dans nos pays où on utilise le vin de palme Oui. pour entrer en connexion avec justement le monde invisible. Bref, donc c'est bien pour dire que l'alcool fait partie de nos mœurs, on l'a toujours utilisé et que ce n'est pas un tabou d'en parler. Nous ne C'est sommes ça. pas ici pour promouvoir l'ivresse, mais pour parler juste l'ivresse plutôt, mais pour parler entrepreneuriat parce que moi, en tant que consommateur, j'ai été agréablement surpris de découvrir vos produits, raison pour laquelle je vous ai invité à Lubuka pour justement en parler parce que c'est un domaine dans lequel on trouve très peu d'Africains. Mais en dehors de votre marque de champagne, vous avez également créé un excellent établissement, un bar lounge, C'est ça. qui s'appelle le VIP Lounge. Pourriez-vous en parler, s'il vous plaît? C'est ça. C'est ça, exactement. En fait, l'idée, après avoir lancé la marque de champagne d'Andialo, je me suis dit, il serait aussi intéressant d'avoir un lieu pour réunir les Africains, pas que, hein, les non-Africains aussi, les Européens, à venir partager un moment agréable tous les jours. Voilà. Et donc, j'ai eu cette idée justement de créer cet établissement pour aussi créer des dynamiques, des connexions entre Africains et Européens, parce qu'on manque beaucoup de lieux à Paris. Et du coup, l'idée, c'était ça, d'avoir un lieu, disons, où on n'a pas forcément cette pression de, voilà, combien de temps vous allez mettre pour être là, ou bien, voilà, qu'est-ce que vous allez consommer ou pas. Donc, l'idée chez moi ici, au VIP Lounge 2D, qui se trouve dans le 20e, au 89 rue Belfort, c'est non seulement de permettre aussi aux Africains aussi d'avoir accès à un établissement pour faire des rencontres d'affaires, ou bien pour boire un verre entre amis, ou bien pour célébrer des cérémonies comme des anniversaires, ou bien faire des lancements de produits pour les entrepreneurs. D'ailleurs, je reçois beaucoup d'entrepreneurs africains qui font des lancements de produits. D'ailleurs, je t'informe aussi que le contact que tu m'avais donné la dernière fois, comment elle s'appelle déjà Madame Vouzap, qui vient de lancer justement une BD. C'est ça, Bayam Salam, oui. Donc, c'est exact, moi qui lui ai recommandé l'établissement. exactement. Donc, elle fait son lancement ici même le dimanche prochain. Donc, voilà. Donc, c'est toute cette dynamique-là aussi que j'encourage aussi, voilà, à faire des rencontres, à échanger du business entre nous, mais aussi à rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs venant d'autres communautés. Voilà, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de pas mal. Et dans toute la semaine, généralement, c'est des rendez-vous d'affaires, des conférences, de privatisation. Et à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce sont des soirées animées où les gens ils peuvent venir dans ce lounge
de 19h à 2h du matin pour passer un bon moment. Toi-même, tu sais, voilà nos différentes soirées ici, avec des DJ quelquefois qui viennent animer le lieu. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un lieu à nous. Voilà, c'est de ça. Il s'agit aussi, c'est de montrer l'exemple aussi que nous, Africains, on est capable de développer des entreprises ici en Occident, mais à condition aussi que nous entrons dans cette dynamique d'accompagnement, que les consommateurs aussi accompagnent ces entrepreneurs, parce que ce n'est pas aux autres communautés à venir nous encourager, parce qu'eux déjà, ils s'encouragent mutuellement entre eux. Donc, c'est à nous aussi, malheureusement, dès qu'on commence à s'organiser, on crie un petit peu au communautarisme, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste une organisation, c'est-à-dire les consommateurs de nos communautés aussi ont droit à aller encourager leurs frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit parce que généralement, nous sommes stigmatisés par les autres communautés, surtout quand on entreprend dans des domaines de luxe. Donc, non seulement les autres, nous rentrons dans leur segment de marché, c'est-à-dire on les bouscule dans leur culture, surtout quand on est dans le champagne, pour ma part en tout cas. J'ai eu beaucoup de gens, disons, occidentaux qui m'ont fait des remarques. Des fois, genre, je suis en train de rentrer dans leur culture. Voilà. Et donc, c'est à nous aussi d'imposer nos propres paradigmes. Et cela passera que par la sensibilisation des consommateurs. Ce sont les consommateurs qui font des entrepreneurs. Si les consommateurs y suivent la dynamique de valorisation de nos entrepreneurs, mieux nous allons nous porter et mieux nous serons respectés dans ces pays et même au-delà, chez nous en Afrique. En tout cas, Jean, en tant que consommateur, je peux affirmer devant nos auditeurs que à chaque fois que je suis venu à Paris, Oui. je n'ai pas boudé le plaisir de fréquenter votre établissement qui contribue à l'excellence africaine à l'extérieur. Il est tout à fait normal et légitime pour toute communauté, pour tout peuple, pour toute personne qui se respecte, que de montrer ce qu'il a de meilleur chez lui. Et je pense que votre établissement, le VIP Lounge, avec le champagne Jean Diallo, contribue justement à améliorer notre image qui est souvent déficitaire parce que généralement, lorsqu'on parle de notre communauté ou du continent africain, l'image qu'on véhicule de ce continent, de la communauté issue de ce continent, n'est pas toujours positif. Et voir votre établissement, la décoration, la finesse, la qualité du service ne peut que nous réjouir. Je pense que nous avons besoin aussi de montrer aux autres qui peuvent nous fréquenter, parce que nous ne sommes pas des gens qui vivent en autarcie, nous avons des amis dans différentes communautés, nous avons beaucoup parlé des Français, des Européens, mais il y a aussi des Asiatiques, des Moyen-Orientaux, etc. Et il est bon pour nous, quand nous les accueillons, qu'ils se retrouvent dans un cadre formidable. C'est en cela que je suis très enthousiaste d'inviter des gens comme vous. Nous avons l'habitude de nous tutoyer, mais comme nous sommes dans le cadre d'une émission, je suis obligé de mettre le vous pour ne pas déborder. Et j'apprécie énormément, en tout cas, le fait que vous ayez répondu à notre invitation. Alors, en dehors justement des anniversaires, des soirées mondaines, organisez-vous des événements culturels tels que les cafés littéraires, les dédicaces de livres. Ça, il faut en parler également, pour montrer la qualité de votre établissement. Tout à fait, tout à fait. Merci tout d'abord, Lasconi, de m'avoir fait confiance et de nous accompagner dans cette dynamique que nous lançons, en tout cas dans ce bar lounge Paris 20e là. Et c'est vrai que vous avez eu à organiser plusieurs événements chez nous les dimanches sur l'histoire des Noirs, sur l'histoire de l'Afrique. Et vraiment, vous le parlez tellement bien que vraiment, je ne peux que me réjouir et encourager aussi votre dynamique parce que vous êtes un homme de valeur culturellement et l'histoire que vous savez aussi de l'Afrique et des Noirs de manière générale. C'est quelque chose qui doit être diffusé de partout dans le monde, qui doit être enseigné partout
Et ça, dès que vous m'avez parlé la première fois des événements que vous voulez organiser, je ne pouvais que vous accueillir positivement. Et j'étais vraiment très surpris aussi d'apprendre plein de choses à travers vos émissions. Et vraiment, je m'en réjouis et j'encourage fortement de continuer cette dynamique-là, de faire connaissance, de faire connaître notre culture aux autres, mais aussi à nos propres communautés, parce que ce qui ressort lors des rencontres, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent pas leur propre histoire. Donc, il est très important de faire connaître notre histoire, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire n'a pas de repère et ne peut pas se projeter beaucoup dans l'avenir et ne va prendre en considération que ce qu'on raconte dans les livres et dans les médias. Et malheureusement, notre histoire est très mal enseignée par les autres, parce que les autres ne peuvent pas faire toute la lumière sur notre culture et sur notre histoire. Donc, j'apprécie beaucoup que vous soyez un acteur engagé dans cette dynamique. Et donc, au-delà de ça, pour revenir à votre question, avant le Covid, on organisait tous les jeudis des networking, des soirées networking. Tous les jeudis à partir de 19h après le service, c'est-à-dire on organisait des soirées networking. Et donc là, le Covid est en train de nous laisser un petit peu, en tout cas, vaquer à nos activités. Donc là, je vais très prochainement initier à nouveau ces rencontres. D'ailleurs, je voudrais très bien m'associer à vous si vous êtes d'accord à faire appel aussi à d'autres entrepreneurs, à multiplier, disons, ce genre de rencontres parce que ça a été très positif pour beaucoup d'Africains qui participaient à ces rencontres tous les jeudis. Là, on peut choisir des créneaux pour faire des rencontres entre entrepreneurs, donc qui permet non seulement de valoriser nos savoir-faire, mais aussi de faire connaître les entreprises africaines qui sont là en France, à faire des rencontres, à faire du B2B. Donc voilà, on peut très bien répartir dans cette dynamique. Et parce que tout seul, évidemment, on ne peut pas aller très loin. Moi, j'ai mis en place un produit, un lieu. Maintenant, c'est à nous tous aussi d'en prendre soin et de faire en sorte que ça marche et que ça marche aussi pour d'autres, c'est-à-dire à multiplier des rencontres culturelles, mais aussi des rencontres sur l'entrepreneuriat, parce que nous serons respectés par les autres communautés que lorsqu'on aura réussi à entreprendre, que lorsqu'on a réussi à être indépendant financièrement. Sinon, tout ce qu'on va raconter, tout ce qu'on va dire ne sera pas considéré en tant que tel. Tant que nous continuons à mendier, excusez-moi du terme, nous serons considérés comme des mendiants. Tant qu'on n'est pas indépendant financièrement, que ce soit ici ou sous le continent, tant qu'on ne valorise pas les transformations de nos produits sur place ou à créer de la valeur ajoutée des recherches de nos populations, nous ne serons pas considérés à l'étranger, notamment en Europe. Tant que nos frères et sœurs continuent à prendre le bateau, à venir sous le péril de leur vie, à venir s'entasser dans les rues ici, ça et là en Europe, nous ne serons pas considérés. Et tout ça passe par aussi l'émancipation financière de nos compatriotes et aussi de nos frères et sœurs sur le continent. Et c'est tout ça qui va valoriser aussi notre image à travers le monde. Il y a un peu plus de quelques dizaines d'années, la Chine, les Chinois n'étaient pas considérés en Occident. Et aujourd'hui, tout le monde se bouscule pour aller trouver des financements en Chine et ou vendre les produits ou produire directement en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis au travail, les Chinois. Ils se sont mis au travail et ils se sont imposés de par leur travail. Donc, c'est à nous aussi de nous structurer et à entreprendre, à encourager des dynamiques entrepreneuriales pour qu'on soit indépendant financièrement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en tout cas, Lasconi.
Merci encore toutes vos démarches aussi et l'encouragement que vous avez accordé, en tout cas, que ce soit au Lounge Champagne d'Andalo, mais aussi aux autres établissements que vous accompagnez. En Et tout je peux cas, encourager cette dynamique. je voudrais, avant de terminer ce café littéraire, Ouais, dire tout simplement que le VIP Lounge, qui est votre établissement, ouais. est une vitrine de l'excellence africaine. J'ai Merci. rarement fréquenté un établissement africain aussi bien aménagé avec un service impeccable. Merci, Lasco. Et ça, ce n'est pas de la flatterie parce que le griotisme n'existe pas au Congo. Donc, Merci. je le dis, je ne peux pas être avare Très bien. d'éloges parce que quand c'est bon, c'est bon. Dans Merci ma beaucoup, langue, le Lasco. Kikongo, il y a un proverbe qui dit Ouais, quand tu prends un coup qui te fait mal, ne feins pas la douleur. ouais, Montre que tu as bel et bien été touché. Et franchement, ouais. ça fait bientôt 2 ans que j'ai l'occasion de conférer dans votre établissement quand je suis en France, parce que je suis un globe-trotteur, je Ouais. bourge énormément. Oui, Et cet établissement m'a interpellé quand je suis rentré pour la première fois. Ce sont des jeunes frères de la communauté qui me l'ont fait découvrir par hasard. ouais. Et tout de suite, vous nous avez fait replonger dans ce qu'on appelle la Renaissance de Harlem. La Renaissance de Harlem a été la première révolution culturelle qui a vu le jour aux États-Unis d'Amérique en pleine ségrégation en 1916. Ouais, C'est parti d'un pianiste et d'un poète, ouais, euh, Noble Sissle et Noble Sissle et Eubie Blake. ouais, Et de cette rencontre est née une revue qu'on a appelée Chauffer le Langue. Et par la suite, dans cette revue, les peintres, les musiciens, les photographes, les scribes se sont griffés et ça a donné la renaissance de Harlem. Mais ouais, c'est posé le problème de l'espace où promouvoir la musique. Et je ouais, voudrais ici faire un clin d'œil à ces dévanciers, ouais. notamment les jazzmen, lorsqu'ils ils produisaient de la musique, on les appelait cats, qui signifie chat. Chat parce qu'ils se retrouvaient dans des D'accord. caves enfumées, et le chat a pour fonction justement de chasser les souris, parce qu'ils se retrouvaient dans des caves de glace. Mais malgré le fait de s'être retrouvés dans des lieux exigus, Mhm. ils ont produit une musique d'excellence qu'on appelle aujourd'hui le jazz. Ouais, Au XXIe siècle, nous ne sommes plus dans des caves, nous avons droit à des lounges, et vous êtes un merveilleux ambassadeur de la culture africaine. Je ne peux que vous tirer mon chapeau parce que les hommages posthumes sonnent parfois hypocrites. C'est du ouais. vivant des gens qu'il faut valoriser ce qu'ils font. Et John Merci. Diallo, ça a été pour moi un immense plaisir de vous recevoir dans le Buka. Et Merci, merci. j'espère en tout cas que vous aurez d'ici peu créé d'autres établissements sur le continent ou même dans la diaspora, parce que nous en avons besoin. Il Merci faudrait que beaucoup. les générations futures sortent des ghettos mentaux. Nous ne C'est pouvons ça. pas accepter que pendant les années 20, nos pères, nos dévanciers, ceux qui sont arrivés en France, les Sidney Bechet, Ouais. les Joséphine Baker, qui sera bientôt panthéonisée, ou Mm. même la génération ultérieure, les Cheikh Anta Diop, Ouais. les Aimé Césaire, les Léopold Sédar Senghor, les Alioune Diop, les Claude Maquis, les Jean Prince Mars fréquentaient le quartier latin, Ouais. et que dans des beaux établissements, notamment le Café Monaco, et que Ouais. notre génération soit vouée à fréquenter les bas-fonds. Et ça, franchement, merci d'avoir relevé le niveau. Merci Parce que bien. quiconque vous méritez de passer dans le bouquin, nous vous disons Matondo, qui signifie merci, dans notre Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment touché par ton message et puis ça ne peut que m'encourager encore à multiplier davantage d'efforts et à promouvoir aussi l'excellence comme je le fais habituellement et d'encourager aussi nos frères et sœurs qui sont non seulement en Europe ou de partout dans le monde de cultiver en tout cas la culture de l'excellence. Et tout ça, l'établissement, là aussi, ce qui m'a poussé aussi en route à faire cet établissement, parce qu'à chaque fois que j'avais des rendez-vous d'affaires dans des cafés, à partir du moment où
On a fait plus d'1 heure, on a toujours un serveur qui vient nous dire, oui, vous restez combien de temps encore, machin, est-ce que vous partez à quelle heure, machin. C'est-à-dire qu'ils sont pressés pour faire du chiffre d'affaires, je comprends. C'est dans leur culture de vouloir faire du chiffre d'affaires. Ils sont là aussi pour rentabiliser leur lieu. Mais aussi, il me paraissait aussi important d'avoir un lieu à nous où on ne sera pas bousculé forcément parce qu'on parle de nos cultures ou voilà, on peut pas faire on peut pas faire ce qu'on veut dans nos propres établissements ailleurs. Par exemple, on peut pas aller faire l'histoire de l'Afrique pendant 3 heures, 4 heures dans un établissement lambda à Paris si on ne privatise pas tout l'établissement. Vous voyez, c'est de cet état d'esprit qui m'a animé aujourd'hui à se dire, voilà, on peut avoir nos propres lieux à Paris. Et voilà, cela va permettre aussi à d'autres jeunes derrière de se dire, ah oui, c'est possible pour moi aussi de me lancer et de faire mon propre business ici à Paris. Parce que généralement, nous, nos grands-parents qui sont arrivés, la première génération et la deuxième génération, qui sont arrivés ici en Europe, ils se sont toujours contentés des petits boulots qu'on leur donnait. Et aujourd'hui, on essaie de dépasser cette dynamique-là. Et surtout, les enfants qui sont nés ici, ils ont les mêmes compétences, pratiquement les mêmes chances de s'en sortir que ceux qui sont originaires d'ici, parce que ils ont les mêmes connaissances, ils sont français. Et derrière, c'est juste cette capacité de réflexion, cet état d'esprit qui manque parce que il y a souvent le mindset, disons, il n'y a pas de projection dans le long terme, malheureusement parce que soit les parents ne les encouragent pas peut-être parce qu'eux, ils n'ont pas connu cette liberté d'entreprendre telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc, c'est à nous, cette jeunesse aussi, cette génération d'entrepreneurs ici, à motiver et à promouvoir aussi cette excellence africaine de partout dans le monde, pas seulement en Europe ici, mais aussi en Afrique. Et donc, oui, effectivement, pour revenir sur vos propos, l'idéal pour moi aujourd'hui, c'est de développer d'autres lieux, non seulement à Paris, mais aussi sur le continent africain. Voilà. Donc, du coup, cela passe aussi par une certaine cohésion et des synergies avec d'autres entrepreneurs africains, que ce soit des diasporas ou de l'Afrique, qui croient à mon projet pour pouvoir développer des succursales ou bien des franchises un peu partout. Donc, de par mon savoir-faire ici, on peut dupliquer tout à fait cette expérience dans d'autres pays, ou même en France aussi, parce que, bon, évidemment, quand on est aussi en France, quand on est entrepreneur, se pose aussi la question du financement. Et plus on est nombreux, disons, à vouloir lancer un projet, plus on a cette capacité aussi à faire des levées de fonds ou bien à se faire financer. Donc, je lance un appel aussi aux Africains et d'ailleurs à d'autres communautés aussi, hein, qui souhaitent lancer cette dynamique entrepreneuriale des Africains ou des diasporas, se joindre à moi pour développer cette dynamique, en tout cas, de promouvoir que ce soit l'entrepreneuriat africain ou la culture africaine. Parce qu'ici aussi, c'est un lieu, comme tu disais tantôt, qui promeut aussi la culture africaine. D'ailleurs, ce samedi, nous recevons un artiste qui s'appelle Landry, qui fait le lancement de son clip, qui va lancer son clip ce samedi à partir de 20h. Et donc, de manière régulière, nous accueillons des jeunes artistes des diasporas qui s'élancent, qui se sont déjà lancés, à se faire connaître, mais aussi à oser aussi prendre la parole devant le public avant d'aller dans des grands lieux. Donc, c'est de ça. Donc, nous sommes en tout cas tout à fait, je suis très ravi en tout cas, Lasconi, de t'avoir connu et merci pour tout ce que tu fais pour les entrepreneurs africains.
et pour la promotion de l'histoire de l'Afrique, de la culture africaine. Alors, donc, je vous présente le champagne Giangialo, les différentes gammes de champagne que nous avons. Voici le Brut Tradition. Alors, le Brut Tradition du champagne Giangialo est un champagne qui est composé de 3 cépages, le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier. Et la particularité de ce champagne, c'est qu'il est vieilli pendant plus de 26 mois au lieu d'être vieilli à 1 an, 12 mois, enfin à 15 mois, pardon. Donc, du coup, ça permet d'avoir une certaine finesse des bulles. Parce que la particularité aussi, c'est que c'est un champagne qui est facile à boire parce que nous sélectionnons vraiment les meilleurs raisins pour l'élaboration de ce champagne. Donc là, comme je disais tantôt, le Brut, qui est notre gamme de champagne la plus équilibrée, donc qui compose les 3 cépages, le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ensuite, nous avons la cuvée réserve. Alors, comme je disais tantôt, la cuvée réserve, c'est la gamme de champagne qui est adaptée au palais des Africains. Je m'explique. C'est-à-dire que les Africains qui ont l'habitude de boire du champagne, ils boivent beaucoup de champagne demi-sec. Et les champagnes demi-sec sont des champagnes qui sont très sucrés et qui sont très mauvais pour la santé à long terme. Parce que dans une bouteille de champagne demi-sec, il y a plus de 50 grammes de sucre par litre. Donc, ce qui est énorme. Donc, du coup, je me suis interrogé pourquoi les champagnes demi-secs sont très consommés par les Africains. C'est parce que nos habitudes culinaires, on a l'habitude de consommer beaucoup de champagne, de mets épicés. Et lorsqu'on boit du champagne brut, qui est déjà acide à la base, donc il y a l'acidité qui remonte au palais, donc ça donne une certaine aigreur du champagne et qui est désagréable en bouche. Donc c'est pourquoi moi je propose cette gamme-là. Je rajoute juste une dose de sucre de canne dans le brut classique. C'est-à-dire au lieu que ce soit à 50 grammes de sucre par litre, je rajoute 8 grammes en plus sur le brut. Donc ce qui fait que le brut déjà est à 10 grammes et en rajoutant 8 grammes de sucre de canne en plus pour avoir ce côté fruité derrière au lieu de la betterave, ça rapporte une certaine finesse non seulement au champagne, mais aussi ça enlève l'acidité qu'il y a dans le brut. Donc ce qui fait que le consommateur a l'impression gustativement de boire un champagne demi-sec, alors que c'est un champagne qui est dosé à 18 grammes par litre au lieu de 50 grammes par litre pour les demi-secs. Donc pour une question de santé déjà, vous avez un champagne qui est non seulement plus délicat, plus fin, mais aussi qui est moins sucré qu'un champagne demi-sec. Pour des questions de santé, qui est préférable en tout cas de boire un champagne qui soit moins sucré et qui est adapté au palais justement des Africains. C'est pourquoi d'ailleurs le succès de notre champagne auprès des médias, parce que nous avons été interviewés par la plupart des grands médias français, que ce soit France 24, France Télévisions, BBC, Euronews, BFM TV et toute la presse écrite aussi pratiquement de grande renommée, Figaro, Le Parisien, Le Point, et tous ont fait des interviews sur notre champagne. Même la revue des vins de France ont fait 2 publications sur notre champagne. Donc c'est par le succès de cette gamme-là, parce qu'il y a plusieurs mêmes établissements, que ce soit surtout en Afrique, qui commercialisent uniquement cette gamme-là, parce qu'ils l'ont trouvé vraiment très adapté aux habitudes de consommation de leurs clients. Alors, après, on a la troisième gamme. La troisième gamme, c'est le rosé. Alors, le rosé, c'est un assemblage de vin blanc et de vin rouge pour avoir la couleur rosée. Parce que généralement, il y a 2 méthodes pour avoir le rosé. C'est soit la méthode qu'on appelle l'assemblage de vin rouge et de vin blanc, que moi j'utilise aussi pour mes champagnes rosés. Mais aussi, il y a une autre méthode qui s'appelle la macération. La macération à la saignée, qui consiste à macérer pendant 3 jours le pinot noir, qui est l'un des types de raisins, pour enlever la couleur rosée, justement, sans rajout d'autres vins également. Donc cette méthode malheureusement est très coûteuse
Donc, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de maisons de champagne qui utilisent cette méthode de macération à la saignée. Voilà. Et pour finir, on a la quatrième gamme qui est le Brut Prestige. Le Brut Prestige, c'est un blanc de blanc. Donc, c'est du chardonnay à 100%, voilà, qui est composé du raisin blanc, qu'on appelle le chardonnay dans le jargon champenois. Voilà. Et donc, le chardonnay, c'est un cépage qui est très délicat à manipuler. C'est un raisin blanc, comme je disais tantôt. Voilà. Et qui va être très frais, très minéral et qui a ses côtés vraiment, qui apporte vraiment une rondeur et une longueur en bouche, justement. Et c'est ce champagne aussi est très difficile à manier, malheureusement, qui doit être conservé à l'abri du soleil et des lumières, parce qu'il est très facilement, il peut très facilement tourner s'il est en contact régulièrement de rayons de soleil et ou bien de lumière aussi, si ça reste très longtemps. Mais il a une qualité exceptionnelle de par la finesse des bulles et par aussi, justement, on peut l'accompagner avec un apéro ou bien avec des fruits de mer, du poisson, des huîtres, ainsi de suite. Et voilà. Donc ça, ce sont nos 4 types de champagne que nous proposons. Donc le brut, pour être rapide, un rappel, le brut classique, voilà, la cuvée réserve, voilà, qui est la gamme que nous proposons pour les Africains et les Antillais, qui ont un palais plus délicat, qui acceptent beaucoup plus de champagne doux et fruité. Donc cette gamme-là s'adapte très très bien à cette clientèle-là. Et aussi au rosé, le rosé qui est très très bien accueilli, très bien apprécié par les dames de manière générale, mais aussi par certains hommes, parce que moi j'utilise beaucoup du pinot noir. Le pinot noir a beaucoup plus de caractère et beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de ce côté puissance et intensité. Donc ce qui fait qu'il plaît aussi aux hommes, hein, ou comme aux femmes surtout. Et pour finir, comme je disais tantôt, le blanc de blanc. Le blanc de blanc qui va être plus fin, qui est caractérisé par sa finesse et l'élégance justement des bulles et la longueur en bouche et ce côté minéral qu'on retrouve dans ce champagne qui va accompagner des fruits de mer, le poisson, tout ce qui est viande blanche. Voilà. Donc c'était tout pour ce qui concerne la présentation de nos différentes gammes.